Scientifique engagé, mais pas militant, Édouard Barre étudie l'évolution du climat avec une rigueur qu'il sait exercer aussi contre les thèses climato-sceptiques. Bonsoir Édouard Barre. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes climatologue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Évolution du climat et de l'océan. Tout à l'heure, nous avions Corinne Lepage et je lui soumettais ce cri d'alarme lancé par votre confrère, le scientifique allemand Markus Rex, qui n'est pas climatologue, mais qui a tout de même piloté la plus grande expédition scientifique jamais menée au pôle Nord. Est-ce que vous êtes inquiet par ce cri d'alarme, disons-le, qui a de quoi faire peur ? Oui, tout à fait. En fait, bon, Markus Rex, ce qu'il fait, c'est en fait de la climatologie. La climatologie, il faut la voir au sens large. Et en fait, tout ce qui concerne les autres enveloppes ce système climatique est vraiment important. Donc, ce qui se passe sur la banquise, donc il ne faut pas confondre avec les calottes de glace comme le Groenland ou l'Antarctique. Là, c'est de la glace de mer et c'est effectivement très important. Et bon, c'est quelque chose qui est à la fois déprimant, le fait que cette glace de mer disparaisse chaque année, et en même temps tout à fait attendu par les scientifiques. C'est quelque chose, donc il y a un cri d'alarme à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose que l'on suit depuis des années. Et malheureusement, ça va toujours dans le mauvais sens depuis quelques années. Mais ce qui frappe les esprits, c'est cette notion d'irréversibilité. Est-ce que c'est possible que ce soit irréversible, que la banquise disparaisse à jamais ? Avec les teneurs en gaz carbonique que nous atteignons actuellement et que nous maintenons et que nous allons en fait empirer collectivement, je pense qu'effectivement, on va vers le milieu du siècle, vers un océan arctique sans glace de mer, sans banquise estivale. C'est quoi le travail d'un climatologue ? Ça peut être très varié en fait. Il y a des climatologues qui s'occupent de l'atmosphère, d'autres qui s'occupent de l'océan, d'autres ils peuvent s'occuper aussi de la biosphère. On peut faire aussi des reconstitutions des paléoclimats, donc on peut aller chercher des archives géologiques, des sédiments océaniques, des carottes de glace. Donc c'est vraiment très très varié. Et en fait il faut voir en fait que le climat concerne beaucoup plus en fait que l'atmosphère. C'est un système très complexe avec des enveloppes, des systèmes, des réservoirs qui ont des temps de fonctionnement qui peuvent être très différents, en particulier pour l'océan. Alors vous êtes professeur, racontez-nous, dites-nous, souvent il y a une confusion entre climat et météo. Quelle est la différence ? Bon, pour faire court, la météorologie concerne en fait le climat qu'on voit varier tous les jours, toutes les semaines. Et ce qui nous intéresse en climatologie, ce sont des moyennes sur plusieurs décennies. Donc c'est ça que nous regardons. C'est la moyenne climatique qui évolue dans le temps ou qui reste stable. Mais encore une fois, il ne faut pas confondre effectivement avec le temps météorologique que l'on regarde tous les jours. Encore une fois, la météorologie est une composante de la climatologie. Elle fait partie de la climatologie. Voilà qui est dit et qui est clair. Alors vous avez révolutionné les méthodes de datation. Dès votre thèse d'ailleurs sur la pénétration du CO2, du dioxyde de carbone, vous avez, dit-on et disent vos collègues, repoussé les limites d'utilisation du carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible ? Alors, encore une fois, c'est lié en fait au gaz carbonique atmosphérique. Pour pouvoir le suivre de façon encore plus fine, il est très intéressant en fait de regarder, de le caractériser avec certains traceurs. Le carbone, le CO2, le carbone qui est contenu dans le gaz carbonique est essentiellement formé d'un isotope, le carbone 12, le carbone commun. Et de façon très rare, il y a un carbone qui est radioactif, le carbone 14, qui est formé naturellement dans l'atmosphère et qui est contenu en fait dans ce gaz carbonique. Et le fait de pouvoir mesurer le carbone 14 de façon très très fine permet en fait de suivre, parce que le carbone 14 justement est radioactif, on peut le suivre dans l'océan. Et donc c'est ce que j'avais fait lors de ma thèse. Alors à l'époque, l'aspect qui était novateur, c'était de ne plus mesurer la radioactivité du gaz carbonique dissous dans l'océan, mais directement d'utiliser un accélérateur de particules. Donc j'avais fait ma thèse au CEA. Et donc c'était ça l'aspect effectivement novateur de l'époque. Au lieu de travailler sur des centaines de litres d'eau, on pouvait travailler sur quelques décilitres. Un jour, votre confrère belge André Berger, qui est climatologue, a dit au journal Le Monde, avant lui, en parlant de vous, c'était 10 000 ans, après c'est 40 000 ans. Quelle connaissance majeure sur le réchauffement cela a-t-il permis ? Alors André Berger donc, est très généreux avec
avec ce que j'ai pu faire, mais essentiellement, il fait référence à des datations qui s'arrêtaient, enfin, qui étaient fiables que jusqu'à 10 000 ans. Ouais. On était à peu près sûr de l'âge calendaire et donc de la comparaison avec d'autres chronologies, en particulier la chronologie astronomique. André Berger est un astronome. Et donc la fiabilité de ces comparaisons n'allait que jusqu'à 10 000 ans. Et en fait, à l'époque, donc là, c'était un autre travail que j'ai pu faire aux États-Unis. On a pu travailler en fait sur des méthodes de datation nouvelles et de montrer en fait qu'il y avait 3000 ans qui avaient été oubliés dans la chronologie sur ces périodes. Et donc, on a pu remettre en fait en phase le calendrier des séries temporelles de climatologie avec l'astronomie. En fait. Et vous avez apporté la preuve qu'après le pic glaciaire intervenu il y a 21 000 ans, le niveau des mers a augmenté de 120 mètres au cours des 12 000 années qui ont suivi. Donc ça nous amène encore très loin, 21 000, 12 000 ans après. Aujourd'hui, qu'en est-il sur le niveau des mers et quelle est la corrélation en fait? Est-ce que vous pouvez nous dire à travers vos études, vos recherches, quel est le niveau des mers? Alors ce qui est important justement, c'est de voir que tous ces efforts, toutes ces études de paléoclimatologie, elles ont une résonance absolument directe avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les mêmes mécanismes, c'est le même système climatique et les changements du niveau de la mer que l'on voit aujourd'hui sont aussi liés à des phénomènes physico-chimiques que l'on comprend. Alors, pour la grande période de déglaciation avec 120 mètres d'augmentation du niveau de la mer. Là, c'était essentiellement lié à des calottes de glace qui ont fondu, essentiellement une calotte de glace qui était située sur le nord du Canada. À l'heure actuelle, l'augmentation du niveau de la mer, elle est de l'ordre de 3 mm par an. Alors, ça peut paraître peu, mais encore une fois, c'est quelque chose qui va s'accélérer, qui s'accélère. Et cette augmentation de niveau de la mer, cette montée, elle est essentiellement due à la dilatation de l'eau de mer, qui est liée au réchauffement, et une deuxième composante qui est importante, qui est de l'ordre du tiers, à la fonte de la calotte de l'Antarctique et de la calotte de glace du Groenland. Alors c'est ça qui est important, c'est de distinguer les différents types de glace. Ouais. Juste en quelques mots, c'est un changement climatique ou un dérèglement climatique? Changement, c'est-à-dire que pour un paléoclimatologue, il n'y a pas de stabilité climatique, donc parler d'un climat déréglé fait référence, en fait, on peut utiliser cette métaphore, mais le fait de le dérégler, c'est par rapport à son état naturel. Naturellement, le climat évolue dans le temps, et c'est par rapport à ces évolutions naturelles qu'on peut parler d'un dérèglement qui est lié à des perturbations qui sont liées aux activités humaines. Alors demain 18 juin, jeudi, c'est ça, vous organisez demain 18, c'est vendredi, pardon. Vous organisez le colloque Le cycle du carbone dans l'océan. C'est de 9h à 18h, donc au Collège de France, c'est libre et cette fois on peut y retourner physiquement mais avec une jauge. Parlez-nous donc de ces océans. Pourquoi ils sont primordiaux? Depuis le début de l'ère industrielle, ils ont en fait absorbé près du tiers du gaz carbonique qu'on a rejeté. Est-ce que l'enjeu se situe là? Il se situe là, mais il est encore plus vaste. Enfin, il est encore plus vaste parce que on parlait justement de l'effet de la banquise sur le climat. En fait, c'est directement un effet lié à l'océan. La banquise, c'est de la glace de mer qui se forme en surface de l'océan, en Arctique et au niveau de l'océan austral, tout autour de l'Antarctique. Et en fait, cette banquise a un pouvoir réflecteur qui empêche le réchauffement de pénétrer dans l'océan. Le fait de faire fondre justement cette banquise fait que l'océan va se réchauffer beaucoup plus. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que non seulement l'océan capte le gaz carbonique partiellement, c'est-à-dire qu'il n'a capté en fait qu'un tiers de ce que nous avons émis. C'est pour ça que la teneur en gaz carbonique continue à augmenter, mais il capte aussi la chaleur. Il faut se rendre compte en fait que plus de 95% de la chaleur excédentaire liée au réchauffement climatique mondial est actuellement captée par l'océan. Ouais. Si cette chaleur avait été retransmise intégralement dans l'atmosphère, la situation serait tout à fait catastrophique. Pour les espèces heureusement vivantes, que l'océan est là. L'océan nous a doublement sauvés du réchauffement, à la fois par sa captation du gaz carbonique et comme puits de chaleur. Ouais. Et pour finir, je le disais, vous définissez vous-même comme engagé mais pas militant. Pourquoi, selon vous, y a-t-il encore autant de climato-sceptiques? Et vous, en tant que scientifique, comment vous procédez? Avec quel argumentaire? Avec quel... Il
il faut effectivement essayer de ne pas mélanger les compétences. C'est-à-dire que j'ai effectivement des compétences en climatologie. La climatologie est un domaine, comme je vous l'ai mentionné, très très vaste. Et il est effectivement très compliqué de parler de choses qui sont importantes, mais qui relèvent plutôt de la politique ou de l'ingénierie et autres. Donc je peux avoir un point de vue, mais par contre j'essaye de me restreindre à un point de vue scientifique. Mais par contre, effectivement, il y a aussi du climato-scepticisme parmi les scientifiques, et dans ce cas-là, ce qui est important, en fait, souvent, c'est de ferrailler, d'expliquer, de communiquer et de démonter les thèses qui sont fausses et qui bon, encore une fois, il suffit, malheureusement, en fait, le résultat est là, il suffit d'attendre pour que les choses deviennent évidentes, comme on l'a vu justement avec cette banquise qui disparaît à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui était prévu par les scientifiques et qui s'avère chaque année, on voit le résultat. Merci beaucoup, Édouard Baird. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.